Le Burundi dans le collimateur des Nations Unies. Des enquêteurs de l'ONU exhortent la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur des crimes contre l'humanité perpétrés au Burundi. Des actes d'atrocité qui, selon le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, auraient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les civils. Concernant maintenant la question des crimes de droit international, la Commission, au terme de ces enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Le Burundi a notifié sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale le 27 octobre 2016. Un retrait qui sera effectif un an après. La CPI a donc jusqu'au 27 octobre prochain pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé ce délai, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale. Ces dernières années, les réseaux mafieux de piratage de supports musicaux sont en vogue. Les artistes et producteurs ont résolu de se serrer les coudes contre cette piraterie à travers la vente d'albums sur un flash sécurisé. Ces flashs offrent la possibilité de lecture audio et vidéo à la fois. Sa grande performance est qu'il ne peut être piraté. Expérience vécue par les artistes produits. En quoi consiste ce système? Charlie Kadima, concepteur et producteur de Avalon Images, explique. La manière de vendre la musique dorénavant sur un support USB. La clé USB peut servir de support de vente de la musique. Et les avantages que possède la clé USB, elle peut permettre de verrouiller pour que la piraterie ne puisse plus avancer. À ce jour, la maison a déjà produit quelques artistes congolais. Manda Chante, bénéficiaire de ce système, nous livre ses impressions. On a dans le deuxième numéro, la maison Avalon Images na flash disc. Mais ce que j'ai aimé, tout ça le moins 9 mois on a marché ou 10 mois on a marché sans que pas pirater ba flash disc. Donc l'initiative il y a producteur Nabiso Charlie Kadima. Je pense que tout ça va changer kaka sauf que ils ont côté barre facile. Donc moi muké nyoko libiso yango na mais sinon dans l'ensemble il y a longue piraterie. Joe Mondonga de la Société congolaise des droits d'auteur invite tous les autres artistes à se joindre à ce nouveau système qui, pour le moment, marche plutôt mieux. Je conseille les artistes de focaliser leurs œuvres sur ce genre de production parce qu'il y a moins, c'est un peu sécurisé. Signalons que les techniciens du secteur des supports sont aussi d'avis que ce flash sécurisé est une solution pour protéger et suivre les droits d'auteur des musiciens afin de les aider dans cette impasse du piratage. De sources sécuritaires, ces prisonniers se sont évadés entre 5h et 6h du matin ce dimanche. Une information confirmée par un responsable de la prison. Jointe au téléphone. Ce sont des lieutenants du célèbre Yaku le Chinois, un ex-prisonnier qui a été tué, qui sont à la base de cette évasion massive, a précisé une source judiciaire à Katiola. Les détenus sont passés par le toit de leur cellule pour regagner d'autres cellules où ils ont profité de la sortie des corvéables pour casser le grand portail et prendre la fuite, selon cette source. Des recherches ont été immédiatement engagées pour retrouver les évadés, dont certains ont déjà été appréhendés par les forces de police et de gendarmerie, a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire, Joachim Kofi Kongwe, dans un communiqué. Selon lui, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités relativement à cette évasion. Par ailleurs, le garde des Sceaux invite les populations à garder leur calme. La veille de la fête de l'indépendance le 6 août, 5 prisonniers s'étaient déjà évadés de la prison de Gagnoa dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le 8 août, 20 personnes s'étaient évadées du palais de justice d'Abidjan en plein centre-ville après avoir agressé des policiers. 7 agents dont le commandant du palais de justice ont été relevés de leurs fonctions et arrêtés. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année après des mutineries dans l'armée et une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie.
Nous avons pris des dispositions sur Kwame Nkrumah. Vous verrez des mesures pérennes de nuit comme de jour pour minimiser beaucoup de risques d'attaques djihadistes, a déclaré Simon Compaoré à l'issue d'une rencontre à huis clos avec les riverains et responsables de boutiques et autres commerces de cette avenue. Le 13 août, cette artère principale de la capitale burkinabé a été la cible d'une attaque terroriste, 2 assaillants ayant ouvert le feu sur un café-restaurant halal, tuant 19 personnes et en blessant 21 autres. En janvier 2016, une précédente attaque qui avait visé le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, l'hôtel Yibi et le taxi Bruce, également situés sur l'avenue Kwame Nkrumah, avait fait 30 morts et 71 blessés. Nous avons bien voulu les rencontrer cet après-midi pour leur dire ce qui a été entrepris pour que cette avenue soit désormais une avenue plus sécurisée, une avenue plus belle qu'elle ne l'est actuellement, parce que des mesures fortes sont en train d'être prises. Selon des riverains de l'avenue Kwame Nkrumah, interrogés par l'AFP, des patrouilles à pied et en pick-up, tout comme des contrôles d'identité, sont régulières le long de l'artère depuis quelques jours. Au niveau de la sécurité c'est quoi? C'est nous tous qui est la sécurité. C'est tout le monde qui est la sécurité, selon moi en tout cas. Puisque quand on dit les forces de l'ordre, ils ne peuvent pas être dans leur caserne, savoir ce qui passe ici. Mais c'est ceux qui sont ici qui peuvent donner l'information. Ce qui passe là, sinon... Pays sahélien, jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d'occidentaux, le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. Les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi et cherchent à décrédibiliser le processus électoral angolais, a déclaré le président de la CNE, André da Silva Neto, lors d'une conférence de presse à Luanda. La CNE rejette catégoriquement leurs critiques, a-t-il ajouté. Tous les outils électroniques utilisés dans le processus électoral ont été vérifiés, a-t-il encore assuré, ajoutant que l'ensemble du processus avait été légal. Des propos qui interviennent au lendemain de la sortie de 4 partis d'opposition qui exige un recomptage des bulletins, jugeant irréguliers les résultats. Les chefs de l'opposition ont affirmé avoir constaté la disparition d'urnes, l'apparition de nouvelles urnes, la disparition du bulletin de vote et la présence illégale d'individus étrangers au processus lors du dépouillement. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon un décompte portant sur 97% des bulletins de vote. Les partis d'opposition UNITA et la Casa CE ont eux recueilli respectivement 26 et 9% des voix. Les résultats définitifs de la CNE doivent être publiés ce mercredi. La tête de liste du MPLA, Joao Lourenço, ex-ministre de la Défense, sera investi président le 25 septembre en remplacement du président José Eduardo dos Santos, âgé de 75 ans. À Niamey, des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Et pour l'autorité du bassin du fleuve Niger, les risques de montée d'eau rapide sont réels. La vigilance doit être de mise. L'ABN a lancé l'alerte jaune, le plus bas des 3 niveaux d'alerte dans les zones riveraines du fleuve Niger, dont Niamey. Une brusque montée du niveau de l'eau de plus d'1 mètre est observée à la station de Niamey et a provoqué déjà une crue locale, explique l'ABN, basée à Niamey et regroupant 9 États. Selon les services météorologiques, il est tombé à Niamey près de 140 mm d'eau le 14 juin, soit un record de précipitations en une seule journée depuis 1905. Et les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont déjà fait 44 morts et plus de 70 000 sinistrés dans tout le pays, selon le dernier bilan officiel. La montée des eaux à Niamey se propage habituellement vers l'aval du fleuve, à Malanville au Bénin, et jusqu'au Nigeria, où elle provoque de graves inondations. 3e fleuve d'Afrique, le Niger dispose d'un bassin de plus de 2 millions de kilomètres carrés où vivent plus de 100 millions de personnes, de la Guinée au Nigeria.
Assainissement du système éducatif béninois. Plusieurs directeurs d'écoles primaires se sont vus révoqués suite aux mauvais résultats enregistrés par leurs écoles respectives lors des examens de fin d'année. Il s'agit notamment des directeurs ayant fait 0% de taux d'admission au CEP 2017 et de ceux dont les résultats ne se sont pas améliorés sur les 3 dernières années. La liste des directeurs d'écoles ciblés n'est pas encore rendue publique. Toutefois, une source du ministère de l'Enseignement maternel et primaire a affirmé qu'il dépasserait la centaine. Cette sanction est loin d'être une première au Bénin. Déjà en 2016, 618 directeurs d'écoles primaires publiques ont été déchargés pour le même motif. Une mesure qui semble avoir porté ses fruits l'année dernière, le taux d'admission au CEP qui était d'environ 40% en 2016 étant passé à plus de 65% en 2017. Le groupe Boko Haram, même affaibli, continue de faire des victimes au Nigeria. Les djihadistes ont tué 4 personnes en ouvrant le feu sur un groupe de paysans dans l'état du Borno, dans le nord-est du pays. Selon le témoignage d'un groupe de miliciens locaux, les insurgés qui circulaient à moto ont tiré lundi sur des agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs dans un village près de Maïdougouri, la capitale du Borno, épicentre de l'insurrection de Boko Haram. La semaine dernière, un agriculteur avait déjà été abattu et 4 autres enlevés par Boko Haram près de la ville de Kondouga, à 38 km de Maïdougouri. Selon un communiqué publié mardi par Amnesty International, la recrudescence des attaques du groupe djihadiste Boko Haram au Cameroun et au Nigeria a fait près de 400 victimes civiles depuis le mois d'avril, soit plus du double que durant les 5 mois précédents. L'Organisation de défense des droits de l'homme, qui estime que le chiffre réel est sans doute plus élevé, dit avoir recensé 100 morts parmi les civils au Nigeria pour le seul mois d'août. Il y a 2 ans, comme chaque matin, Ntabiseng Mabouza attendait le bus pour aller au travail. Mais ce jour-là, le chauffeur profite de l'absence d'autres passagers pour l'emmener hors de la ville et la violer. La jeune femme réussit à appeler à l'aide et l'homme est immédiatement interpellé. Malgré des preuves accablantes, sa plainte est finalement classée sans suite. À la radio et à la télé, les campagnes de prévention nous encouragent à porter plainte en cas de viol. Mais quand on va voir la police, ils nous tiennent pour responsables. Parfois, ils dissuadent des victimes de porter plainte en disant que le violeur est leur petit ami. Mabouza et son mari pensent que l'affaire a été étouffée. Ce cas est loin d'être isolé. En Afrique du Sud, moins de 10% des affaires de viol aboutissent à une condamnation devant la justice. Beaucoup de victimes et leurs familles sont frustrées et même désespérées par la situation. Ils ont l'impression de lutter contre un système et pas seulement contre leurs agresseurs. Ils doivent se battre pour que la justice fasse son boulot. Chaque jour dans le pays, près de 150 viols sont recensés en moyenne par la police. En réponse à ce climat angoissant, les cours d'autodéfense pour femmes se multiplient. De son côté, le gouvernement sud-africain veut durcir sa politique. Une 60aine de tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles ont été mis en place. Début août, le ministre de la Police a également lancé une campagne de lutte pour protéger les droits des femmes. Il faut que la population retrouve confiance en la police. Nous devons apporter une solution à ces millions de personnes qui dénoncent l'incapacité de nos forces de police à traiter correctement ce problème. Plus aucune femme ne devrait être renvoyée d'un commissariat sans avoir été entendue. Cette année, plusieurs